Chers collègues, chers amis, bonsoir. On est désolé pour ce retard. Je vous souhaite la bienvenue de ma part et de la part de tous les membres du bureau Small à leur tête notre présidente, professeur Leila Stalli. Donc, on a l'honneur aujourd'hui et le plaisir d'inviter le professeur Sam Daniel qui va nous parler d'un sujet fort intéressant, l'incontinence orale de la salive. Bonsoir, professeur Sam Daniel, vous êtes le bienvenu. Alors, professeur Sam Daniel, c'est un professeur d'ORL et de chirurgie pédiatrique à l'université McGill au Canada. Il est chef de service ORL de l'hôpital pour enfants à Montréal et il a également tenu plusieurs postes comme directeur de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, président de la Société internationale francophone ORL et également président de la Société canadienne d'ORL et de chirurgie cervico-faciale. Donc, il va nous parler aujourd'hui de l'incontinence orale de la salive chez les enfants, c'est-à-dire le bavage ou l'hypersialorée avec ses causes, son traitement, que ce soit le traitement médicamenteux ou chirurgical, cette pathologie qui va donner plusieurs handicaps, on va dire, que ce soit moteur ou psychique chez les enfants. Professeur Sam Daniel, à vous la parole. Merci encore une fois. Parfait. Merci beaucoup, professeur Rouadi. Bonsoir, chers collègues. C'est un honneur de parler à mes collègues du Maroc et j'aimerais aussi remercier professeur Essakali pour l'invitation et féliciter vos directeurs au bureau, directrices pour le beau travail qui est fait par la Société marocaine d'ORL. Alors, c'est un privilège pour moi de vous présenter sur l'incontinence orale de la salive. Désolé pour le contretemps, nous avons malheureusement eu des enjeux techniques au niveau de notre réseau et je vous promets qu'on retournera une autre fois pour échanger avec vous. C'est un vrai plaisir. Alors, on va essayer de couvrir un sujet qui est souvent négligé en ORL pédiatrique et pourtant tellement important. La sialorée, je vais passer rapidement, la production salivaire est jusqu'à 1,5 litre par jour. La majorité de la production salivaire au repos vient des glandes sous-maxillaires et sous-linguales. Et quand il y a une stimulation de la salive par l'alimentation, par exemple, la majorité des sécrétions alors viennent des glandes parotides. C'est souvent un problème complexe de gestion de salive, de coordination pour la déglutition plutôt qu'une surproduction de salive. Et les étiologies varient entre un problème oral moteur, que ce soit une dysfonction orale motrice ou sensorielle, une incompétence orale, par exemple une déglutition qui est inefficace ou une diminution de la fréquence de déglutition. L'hypersécrétion, c'est très, très rare. C'est surtout avec certains médicaments, en particulier des antipsychotiques et antiépileptiques. Et des fois, un problème anatomique comme une malocclusion ou une respiration buccale. Beaucoup d'impact sur le patient au niveau inconfort, hygiène, stigmatisation, sur la famille aussi, avec l'hygiène et tous les soins qui sont nécessaires. Donc, quand on a une référence d'un patient avec bavage ou sialorée, beaucoup de questions se posent. Quand est-ce qu'on doit traiter ça? On sait que la sialorée fait partie d'une évolution physiologique normale. Jusqu'à l'âge de 4 ans, beaucoup d'enfants ont de la sialorée et une étude danoise qui vient de sortir où ils ont fait des analyses sur des enfants normaux en âge préscolaire et jusqu'à 15% des enfants de 4 ans avaient encore de la sialorée. Donc, notre philosophie est de ne pas intervenir chirurgicalement en bas de 4 ans, à moins d'enjeux majeurs comme de l'aspiration ou des pneumonies à répétition. Quel est l'impact sur la famille et sur le patient? Quel est le souhait de la famille et patient? Par où commencer? Est-ce qu'on donne des médicaments? Est-ce qu'on injecte la toxine botulique? Est-ce qu'on fait la chirurgie? Quand est-ce qu'on fait ces interventions-là? Et un dilemme important entre la perception des fois des patients, de la famille, des chirurgiens et les attentes au niveau de la famille. C'est un tableau que je souhaite utile au niveau des interventions. Donc, des interventions en réadaptation, des fois sont possibles chez les enfants qui n'ont pas
de retard de développement ou un retard majeur, on peut travailler sur corriger certains facteurs oral-moteurs ou situationnels. Au niveau médicaments, les options incluent les anticholinergiques, la toxine botulique, et au niveau des chirurgies, voici les options: ligature des conduits salivaires, relocalisation des conduits salivaires, neurectomie. Et très rarement, on a utilisé la radiothérapie dans des cas de soins palliatifs. Donc, nous avons une clinique qui est interdisciplinaire, qui est spécialisée au niveau du contrôle salivaire, où il y a une évaluation par un ORL, un dentiste, pédiatre et neurologue, et où on regarde au niveau des outils quelles sont les interventions possibles, que ce soit réadaptation et dentaire et médicale. Au niveau de la réadaptation, un des programmes, c'est des programmes de modification de comportement pour renforcer les réflexes d'avaler, augmenter la conscience orale et le concept du mouillé et sec, ajustement du positionnement. Et l'idée, c'est d'améliorer la mobilité de la langue, la fermeture des lèvres et l'élévation de la mâchoire. Les avantages, c'est peu invasif. L'idée, c'est de fier sur l'autonomie fonctionnelle. Cependant, la réussite dépend évidemment de la coopération de l'enfant, les capacités d'apprentissage de l'enfant, les disponibilités et l'implication des parents, et les résultats ne sont pas immédiats. Nous avons aussi développé des appareils orthodontiques pour aider à renforcer les lèvres et à améliorer justement cette force au niveau musculaire et le tonus des lèvres pour mieux fermer la bouche. Et aussi, dans ces cas-là, ça dépend de la coopération de l'enfant, les capacités d'apprentissage, et ça prend un enfant qui est capable de respirer par le nez. Donc, dans un contexte d'hypertrophie des adénoïdes ou des végétations nasales, il faut, dans plusieurs de ces enfants-là, procéder à une ablation des adénoïdes ou des végétations ou les traiter avec la corticostéroïde nasale pour permettre une respiration nasale. D'ailleurs, dans le groupe d'âge entre 2 à 6 ans, beaucoup de ces enfants-là, l'enjeu de cyalorée est dépendant d'un enjeu d'obstruction nasale, où en améliorant la respiration nasale, on aide le volet cyaloré. Quelles sont les investigations qu'on peut faire? Évidemment, de voir au niveau de est-ce qu'il y a une obstruction adéno-amygdalienne? Est-ce qu'il y a aussi un enjeu de déglutition? Est-ce qu'il y a des problématiques d'aspiration et autres? Dans les médicaments qu'on utilise, au Canada, on utilise surtout la scopolamine et le glycopyrrolate. Et vous avez un tableau avec différents dosages. L'article est disponible en ligne gratuitement. Si vous allez dans Google, vous mettez cyalorée avec mon nom, vous allez trouver cet article qui peut vous guider sur certains traitements médicaux avec les posologies adultes et pédiatriques. Au niveau du traitement médical, donc dans les autres options, c'est l'injection de Botox. Et comment ça fonctionne? C'est évidemment au niveau des récepteurs pré-terminaux au niveau des récepteurs parasympathiques, et ça empêche le relâchement de l'acétylcholine. Avant, nous faisions l'injection de Botox ou la toxine botulique par l'ORL sous anesthésie générale. Maintenant, de façon guidée avec échographie souvent. Et pourquoi guider? Parce que des fois, on peut avoir des anomalies au niveau des glandes salivaires. Par exemple, dans ce cas-là, la flèche, elle montre une glande parotide normale alors qu'il y a absence de parotide du côté contralatéral. Donc, on peut imaginer si on injecte de ce côté-là, pensant qu'on va injecter dans la glande parotide, on pourrait injecter dans les muscles. Et il y a eu un cas de dislocation de mâchoire publié dans une étude japonaise. Cela dit, dans certains cas, la palpation permet une identification et certaines injections peuvent être faites guidées sur l'examen physique. Les avantages de la toxine botulique, c'est une intervention qui est non invasive, non douloureuse et de courte durée. Les limites, c'est les coûts et les risques médicaux, entre autres, il y a diffusion ou une mauvaise injection de dosage, donc dysphagie ou diffusion systémique.
C'est un article où on a démontré que chez les patients souffrant de charge, alors que dans plusieurs séries, dont celle de Cincinnati, aux États-Unis, 25% et plus de ces enfants-là avaient des trachéotomies. Pardon? Bon, allez. Tant pis, il y avait possibilité de prévenir une trachéotomie en contrôlant la salive par des injections de toxines botuliques. Dans les interventions chirurgicales, donc les interventions chirurgicales servent à soit relocaliser la salive ou diminuer la quantité de salive. Donc ça, c'est les deux grandes catégories. Dans les relocalisations de conduits, ce qu'on fait, c'est relocaliser les canaux des glandes sous-mandibulaires vers la fosse amygdalienne. Il faut faire attention, ces interventions-là, évidemment, devraient se faire dans un contexte de bavage sans aspiration, parce que les enfants qui ont des problématiques à gérer leur sécrétion, entre autres ceux qui souffrent d'aspiration ou de dysphagie, on pourrait leur nuire en faisant une relocalisation parce que ces enfants-là vont se mettre à aspirer maintenant leur salive. Et donc, ce qui est privilégié chez les enfants qui ont des enjeux d'aspiration ou de pneumonie à répétition, c'est plutôt qu'une relocalisation, c'est procéder vers une ligature des conduits salivaires ou une ablation des glandes salivaires. Dans certains cas, il faut faire d'autres chirurgies, par exemple dans des cas de macroglossie sévère, un cas de syndrome de Beckwith-Wiedemann ou d'autres macroglossies sévères où la bouche ne ferme pas. Des fois, on procède à une réduction linguale ou à d'autres interventions. Ici, c'est pour vous montrer la technique de fermeture des conduits des glandes parotidiens. Donc, vous voyez l'ouverture du canal de Sténon. Et une fois qu'on l'a identifié, on procède à une incision quelques millimètres antérieure au conduit. Après, on dissèque pour trouver le conduit de Sténon. Ici, on a appliqué un clip métallique, mais on peut aussi très bien mettre une soie ou un fil chirurgical pour bloquer le conduit. Une fois le conduit est bloqué, on referme la muqueuse par-dessus. Et donc, en gros plan, vous voyez ici, identification du conduit de Sténon, dissection. Il faut faire attention de ne pas aller évidemment en profond pour ne pas toucher le nerf, la branche du nerf buccal et aussi en postérieur pour ne pas traverser le conduit et avoir une fistule à travers le conduit. On applique les clips et après on ferme l'incision. Et ça, c'est une ligature du conduit de Sténon. On peut faire la même chose au niveau des conduits sous-maxillaires. Alors, les avantages de ce qui est médicaments, les résultats sont immédiats, la réussite est indépendante de la coopération de l'enfant et de la disponibilité de la famille, et la réussite est indépendante de l'âge de l'enfant. Les limites pour les médicaments, c'est les effets secondaires possibles. Surtout, c'est une clientèle qui est souvent très médicamentée dans certains cas. Et l'avantage de la chirurgie aussi, c'est la même chose, résultat immédiat, réussite indépendante de la coopération de l'enfant, indépendante de l'âge. Par contre, au niveau des risques chirurgicaux, dans les cas de fermeture des conduits salivaires, des fois, il peut y avoir une recanalisation des conduits. Dans la littérature, vous allez voir beaucoup de cas en lien avec des infections salivaires à répétition ou des kystes salivaires suite à une ligature. Ce n'est pas notre observation et j'attribuerai ce succès où on a eu 0 cas de infection à répétition ou de kyste au niveau des glandes salivaires, même si ça fait presque 20 ans que je pratique la fermeture des conduits salivaires et je pense que c'est en lien avec une injection de toxines botuliques intraopératoire qui fait que ça calme la glande salivaire le temps que le conduit soit oblitéré.
Alors, le choix du traitement, la décision est prise en fonction de plusieurs facteurs, que ce soit des facteurs personnels, environnementaux, et souvent, on favorise une combinaison de traitements. Et je m'explique, c'est que certains patients, malgré, par exemple, une ablation des conduits salivaires, pourraient avoir encore des enjeux où la salive n'est pas contrôlée à 100% et rien n'empêche d'ajouter un traitement médical aussi selon le besoin. Il faut faire attention que toutes les procédures où il y a eu des interventions sur les glandes salivaires, il y a un risque au niveau de l'hygiène buccale et nous avons publié un impact au niveau de caries dentaires et de répercussions au niveau de la santé buccale, comme la salive est importante dans la protection des dents et donc s'assurer qu'il y a une bonne hygiène dentaire suivant ces procédures-là. Donc, en conclusion, l'incontinence salivaire, puis je pense que c'est un record, c'est la première fois que je donne cette présentation en un temps record. Cette incontinence salivaire est un obstacle majeur à l'inclusion. Il faut cibler le besoin de traitement et l'approche thérapeutique selon l'âge, les étiologies et l'impact sur le patient et la famille et se rappeler des options de traitement. Je vous ai surtout parlé de l'ablation des conduits salivaires parce que c'est une demande qui me revient souvent pour décrire cette technique. Il est évident que dans des cas d'aspiration sévère, une autre technique que je privilégie est l'ablation des deux glandes sous-maxillaires avec une ligature des conduits de sténon. Et aussi d'autres interventions qu'on utilise dans certains cas incluent la neurectomie pour justement enlever l'innervation au niveau des glandes salivaires. Un enjeu de la neurectomie, c'est qu'il y a des récidives dans plusieurs cas à long terme, plus le souci de passer à travers une approche de tympanotomie. Cela dit, ça a aidé quelques patients dans des cas sélectionnés. Alors, sur ce, je vais arrêter là. C'est le travail d'une équipe interdisciplinaire et il me fera plaisir peut-être de prendre 5 minutes de questions et de revenir parler à nos collègues dans d'autres manifestations. Je remercie encore une fois le professeur Issakali et Rouadi pour la belle invitation et le privilège de connecter avec nos collègues du Maroc. Merci, professeur Sam Daniel, pour cette communication très intéressante. On va, comme vous avez dit, prendre quelques questions de nos collègues. Je ne sais pas, chers amis, si vous avez des questions pour professeur Sam Daniel. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi j'ai peut-être deux petites questions, professeur Sam Daniel. D'abord, quand vous privilégiez un traitement interventionnel, c'est-à-dire de la toxine botulique ou un traitement chirurgical comme la ligature des canaux, vous privilégiez d'abord quelle glande? Est-ce que vous ciblez en premier la glande submandibulaire ou bien c'est la glande parotide? Quelles sont les conditions qui vous font choisir une ou une deuxième glande? Oui, c'est une excellente question, professeur Rouadi, et d'où la raison que je suis retourné au niveau de la physiologie salivaire. Donc si c'est dans un contexte où le bavage de la scie à l'oreille est présent tout le temps, je privilégie les glandes sous-maxillaires parce que c'est celles qui sont les plus impliquées, où je fais les sous-maxillaires et les parotides. Des fois, j'ai des familles qui viennent me voir où l'enjeu est plus vraiment lors des repas, où c'est vraiment un enjeu. Les personnes peuvent être même gênées d'avoir de la visite ou de la famille parce que il y a beaucoup de salive et à ce moment-là, dans ces conditions-là, je privilégie une approche plus au niveau des glandes parotidiennes. Il faut dire que la toxine botulique n'est pas pour
tout le monde, la réponse est variable d'un patient à l'autre. Et j'ai eu des enfants où, même en ayant une dose très élevée, avec une réponse qui est sous-optimale, à ce moment-là, il faut chercher d'autres solutions. Mais excellente question de vraiment essayer de, selon le contexte, aller cibler une glande ou une autre. Puis je terminerai en disant, dans un contexte d'aspiration, donc les enfants qui reviennent avec des pneumonies à répétition, à ce moment-là, je privilégie injecter toutes les glandes. Il y a différents types de toxines botuliques, donc juste pour dire à nos confrères de juste faire attention au niveau de la littérature, parce que les doses ne sont pas interchangeables entre différentes molécules, donc de bien valider quel est le type de toxine qui est utilisé. Je pense qu'il y a Dr Malika, ou professeur Zitoun Malika, qui a une question. Oui. Des questions? Alors. Il faut qu'ils désactivent leur micro s'ils veulent parler, parce que leurs micros sont activés. Pardon, ils sont désactivés. Il faut activer le micro. D'accord. Alors, activez vos micros, s'il vous plaît, si vous voulez poser des questions. Oui, alors je la vois. La question, elle a été mise dans le chat. Donc, en cas de ligature des conduits de sténon, est-ce qu'on aura une hypertrophie des parotides? Je voulais dire une atrophie. Oui, effectivement, il pourrait y avoir initialement une enflure au niveau des glandes parotides, ou une congestion, comme la salive reste là, et même une dilatation au niveau du conduit. Et ce qui se passe, c'est à long terme, il y a une atrophie qui se développe là. Donc, une des stratégies, c'est quand je ligature les conduits de sténon, j'injecte de la toxine botulique en intraopératoire en même temps. Je dis que ce n'est pas obligatoire de le faire, c'est juste de mon expérience en le faisant, il y a moins de risques, de refistulisation, de parotidite, mais ce n'est pas obligatoire de le faire. Je sais que plusieurs personnes font la ligature sans injecter la toxine botulique. Mais professeur Sam Daniel, parfois, c'est on ligature les sténons, la question est très intéressante parce qu'on a un enflement, un œdème très très important, même parfois des kystes salivaires qui se forment au niveau des parotides. Comment vous gérez ça dans les premiers jours, voire les premières semaines après la chirurgie? Oui, excellente question. Je donne de la corticostéroïde dans les cas sévères. Et je dirais que ça n'a jamais été pour moi un enjeu à long terme. Je pense probablement à cause de la toxine botulique, parce que quand je présente à des congrès où je parle à des collègues, pour certains, ça a été un enjeu important. Quand on a fait une révision de la littérature et des cas dans mon service, nous n'avons eu aucun cas de parotidite chronique chez tous les patients qui ont reçu la toxine botulique lors de la ligature du conduit de sténon. Il y a une enflure pendant quelques jours qui, pour la majorité des enfants, est anodine. Pour certains, où c'est vrai, ils ont enflé plus sans qu'il y ait de l'inconfort. C'est vraiment plus une enflure. J'ai utilisé de la corticostéroïde pendant quelques jours. D'accord. Et tous mes enfants qui ont une ligature sont sur antibiothérapie pendant une semaine par après. Donc, je partage avec vous mon protocole au cas où ça intéresserait certains. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions pour les collègues? Moi, j'en ai une autre, s'il n'y a personne qui pose de questions. Juste pour différencier entre une hypersialorée antérieure et postérieure, si vous avez un enfant qui ne fait pas beaucoup de pneumonie et tout, comment savoir s'il a, ce que vous dites, vous, aspiration? Je suis sûr que la plupart de mes collègues n'ont pas bien saisi parce que nous, on dit fausse route. Vous voulez dire par aspiration les fausses routes, c'est-à-dire exactement. C'est une fausse route. Voilà. Oui, exactement. Voilà. Donc, est-ce que vous vous aidez chez les enfants de la nasofibroscopie pour voir s'il n'y a pas de fausse route ou s'il n'y a pas un larynx qui est inondé par la salive pour différencier entre ce qui est antérieur et postérieur? Oui, c'est une excellente question. Donc, on a plusieurs stratégies pour la fausse route, effectivement.
entre autres la fibre optique pour voir est-ce qu'il y a une évidence d'aspiration. Des fois, je colorie même la salive pour voir est-ce qu'il y a une coloration au niveau des cordes vocales. Il y a le test avec le technetium, donc il y a un test nucléaire où on peut aussi documenter de façon très précise est-ce qu'il y a eu une aspiration de salive qui s'est retrouvée dans les poumons. Donc, tout cela sont des stratégies. Il y a aussi l'historique évidente au niveau de pneumonie à répétition. Est-ce que l'enfant a une toux? Est-ce qu'il y a une gêne au niveau des sécrétions? Est-ce que la voix est plus congestionnée? Donc, il y a clairement des indicateurs cliniques qui, en plus, peuvent être bonifiés par la validation fibre optique ou avec le test nucléaire. Je suis désolé, je commence une chirurgie, donc je vais devoir vous quitter après ça. Très bien. On va conclure parce que justement, il n'y a plus de questions. On vous remercie énormément, Monsieur le professeur Sam Daniel, de la part de tous les membres du bureau de la Société marocaine d'ORL. Et on se dira à bientôt pour une autre présentation, cette fois sans problème technique, on espère. Avec grand plaisir. J'admire votre patience et votre courage. Et ça m'a fait plaisir qu'on a persisté quand même à réessayer. Merci pour votre patience. Et donc, au plaisir de vous revoir. Merci. Je remercie tous les collègues ORL d'avoir patienté un petit peu, même si avec ces petits problèmes techniques. Je remercie encore une fois tous les membres du bureau de la Société marocaine d'ORL. À leur tête, mon ami le professeur Leila Srali. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci. À bientôt, professeur. À bientôt.